Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de nouveau. Je vais vous proposer de découvrir comment on peut utiliser la lecture pour apprendre le français. Après ma première présentation avec des petits conseils méthodologiques, vous allez écouter une sorte de podcast qui sera complété pour ceux qui le veulent par un fichier accessible à tous où il y a des petits exercices de compréhension orale et écrite. Je n'oublie pas que les abonnés de cette chaîne passent pour la majorité un examen de français de type TCF, DEF ou DALF et donc ont besoin aussi de s'entraîner sur leur compréhension. Mais bien évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez juste écouter ces petits conseils pour votre plaisir personnel. Alors, en fait, comment utiliser la lecture pour apprendre davantage de vocabulaire et de français, c'est le thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à liker cette vidéo, d'une part parce que ça me permet à moi de savoir si ce genre de format vous intéresse ou pas, et aussi parce que ça me permet aussi d'avoir davantage de fidélité et ça soutient beaucoup notre chaîne. Notre chaîne YouTube, c'est le complément de notre site internet French Discoveries qui est dédié aux personnes qui apprennent le français. Voilà un petit peu l'histoire. Alors, donc, comment utiliser la littérature, donc le fait de lire pour augmenter ses compétences en français? Eh bien, tout simplement, vous avez, lorsque vous lisez un livre, même si ce n'est pas intuitif, je vous invite, lorsque vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, je vous invite à arrêter votre lecture et à aller chercher la traduction de ce mot. À ce moment, il va se passer quelque chose, c'est que en fait, il est fort probable que la traduction que vous trouvez vous paraisse étrange. Et donc, si cette traduction vous paraît étrange, faites-vous confiance. Ça veut dire tout simplement que le mot est peut-être utilisé selon un certain registre ou dans un contexte particulier. Par conséquent, je vous invite à toujours vérifier si le mot est en contexte ou pas et à vous faire aussi confiance. Vous avez vu une traduction d'un mot, cette traduction paraît quand même un peu étrange, peut-être il faut chercher le deuxième sens de ce mot et regarder le contexte. Vous avez, même lorsque l'on utilise des traducteurs en ligne, souvent plusieurs exemples. Mais l'erreur, c'est que les gens regardent juste la première traduction. Il faut savoir que la traduction qui est proposée en premier, c'est par rapport aux recherches de l'algorithme, donc par rapport à quelque chose qui est le plus fréquent. Mais si vous lisez un livre qui est sur un sujet spécifique et que vous êtes une personne qui s'intéresse à des sujets originaux, eh bien peut-être qu'il faut que vous cherchiez un petit peu en dessous sur les pages. Je ne vais pas citer particulièrement un traducteur, mais par exemple même Google Traduction, allez, je cite quand même, vous avez toujours plusieurs sens. Donc si vous avez l'impression que la première traduction ne va pas, regarder les seconds sens. Ça, c'est vraiment mon premier conseil. Mon deuxième conseil pour tirer profit de lire des livres en français pour améliorer son niveau, c'est de ne pas être pressé. C'est-à-dire de savoir qu'il faut un certain temps et donc il va falloir s'arrêter pour chercher la traduction et le vrai sens des mots. Mais il va falloir aussi essayer de comprendre toute la phrase. Et des fois, ça va vous faire réfléchir sur l'histoire que vous êtes en train de lire. Donc, ça va prendre un certain nombre de temps et vous n'allez pas avancer dans le livre aussi vite que lorsque vous lisez dans votre langue maternelle. C'est normal, c'est une langue étrangère, donc forcément, c'est beaucoup plus long. Ensuite, autre chose sur lequel il faut faire très attention lorsque on lit un livre dans une langue étrangère, souvent, là je vais vous en présenter un, les auteurs, pour les raisons de l'histoire, ont besoin d'utiliser un registre de langue spécifique, donc des mots qui sont hors contexte ou des mots qui sont dans un langage familier. Donc il est fort probable que vous ayez des difficultés à trouver la traduction. Des fois sur internet, on cherche
et on n'a pas tout. C'est pour ça qu'il y a des sites qui sont des sites, vous savez, où on peut interroger les natifs dans les langues, et ça existe beaucoup en anglais, mais aussi en français. Et donc, vous savez, je vais vous mettre un petit fichier avec des exercices à faire pour ceux qui ont envie, et également je vais mettre du coup des liens vers des sites où il y a des natifs qui répondent à des questions. Donc j'ai envie de dire, en termes de méthodologie, n'hésitez pas à aller sur un forum. Vraiment, vous ne trouvez pas le sens, bah, vous allez sur un forum et vous essayez comment dire, vous essayez de poser votre question, et les gens vont vous répondre et vous donner leurs explications. Ensuite, autre chose qui est intéressante pour tirer profit lorsque l'on lit quelque chose dans une langue étrangère, c'est tout simplement les nouveaux mots de vocabulaire que vous apprenez. Vous allez les checker sur internet, vous allez vérifier sur internet, oui, mais si vous ne les notez nulle part et si vous ne les réutilisez pas, eh bien vous allez tout simplement oublier, parce que notre cerveau n'est pas non plus capable de tout retenir sans un travail, et donc sur le moment c'est assez satisfaisant, ah oui j'ai compris, même en contexte vous avez compris, mais quelques jours plus tard vous avez peut-être oublié, et donc il faut avoir un petit carnet dans lequel, ou un fichier informatique si vraiment vous ne voulez pas utiliser de papier, mais moi je préfère voilà, je suis un petit peu vieille école, je préfère avoir un carnet de vocabulaire en mode répertoire lorsque j'apprends une langue, et vous notez le nouveau mot et la traduction dans votre langue, et ensuite il faut faire un effort de faire vos propres phrases, c'est-à-dire de réutiliser le mot pour être bien sûr que vous ayez compris. Et là, n'hésitez pas ensuite à aller sur les forums où il y a des natifs pour leur demander est-ce que c'est correct, est-ce que votre utilisation est correcte ou pas. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez des personnes qui parlent français dans votre entourage, à leur demander est-ce que c'est correct ma phrase. Vous voyez, quand on apprend, et que surtout pour ceux qui sont dans le pays, n'hésitez pas à solliciter les personnes pour leur demander leur avis et de l'aide. J'ai beaucoup de personnes qui sont anglophones et qui me disent bah voilà, je suis à Paris, je suis en France, mais quand j'arrive pas à dire quelque chose, ben on parle en anglais, c'est plus facile. Oui, mais vous voulez apprendre le français, donc dites aux Français d'accord, je comprends que tu es ravi de parler en anglais avec moi, mais moi j'ai besoin d'apprendre le français, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux me renseigner, est-ce que le fait que j'ai réutilisé ce mot de cette manière est correct ou pas. Je pense que la communication dans tous les domaines c'est essentiel, donc n'hésitez absolument pas à communiquer et à poser des questions. Déjà ça va vous forcer à parler, et en plus vous allez vraiment vérifier si vous avez bien compris et si vous utilisez correctement le vocabulaire. Voilà, donc ça c'est très important. Autre chose pour tirer un avantage, comme je vous ai dit qu'il faut prendre du temps, il faut aussi donc faire du travail. Tout ce que on a abordé jusqu'à présent c'est un travail. Et ben, il va falloir faire des fiches. Moi je serai vous, au début en tout cas, les premiers livres en entier que je lis en français, je me fais une fiche dans laquelle par exemple je peux noter des portions de phrases qui m'ont permis de comprendre un point de grammaire. Je m'explique, si vous tombez sur une page où il y a du conditionnel et que vous arrivez à comprendre, à refaire une phrase dans laquelle en fait vous réutilisez à titre personnel cette tournure, eh bien pour ne pas oublier, notez-le dans votre carnet ou faites-vous des fiches si vous ne voulez pas avoir un cahier. Mais en tout cas, notez-le quelque part et notez toutes les remarques que vous avez vues. Ah, j'ai vu que ce verbe était suivi par le subjonctif. Ah, j'ai vu que ce verbe était suivi par l'indicatif. Vous voyez, tout ce que vous pouvez observer, c'est votre cahier personnel, notez-le pour y revenir afin de consolider. On vit dans un monde où on veut avoir tout de suite. Or, une chose qu'il faut savoir, c'est que les choses qui sont faites rapidement sont souvent mal faites, et que lorsqu'on apprend quelque chose rapidement dans le stress, on ne le retient pas et donc on n'en tire aucun avantage. Le but de lire et d'apprendre du nouveau vocabulaire, c'est d'enrichir votre expression orale et écrite. Pour ceux qui passent un examen, bah, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la préparation afin d'être serein le jour de l'examen et d'avoir un certain niveau. Donc c'est un
travail, et ce travail qui est un travail aussi de mémorisation et aussi de recyclage et donc de consolidation, ça prend du temps. On n'apprend pas une langue en un mois. Alors on peut en un mois avoir ce qu'on appelle un kit de secours. Actuellement je suis en train de préparer un document de ce type dont je vous parlerai à la rentrée, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin, pour se sentir à l'aise et avant d'aller vers cette exploration d'avoir des choses qui les décomplexent, et donc quelque chose qui est une sorte de kit rapide en un mois. Donc si c'est votre manière de travailler, pourquoi pas. Mais ensuite, et surtout si vous avez un examen, je ne vous conseille pas d'être trop rapide et d'être aussi trop exigeant avec vous-même. Sachez qu'il faut du temps, voilà. Et aussi autre chose que j'ai remarqué avec mes élèves, j'ai souvent des élèves qui ne progressent pas ou qui s'arrêtent, et genre j'ai l'impression que c'est différent par rapport à d'habitude. Et souvent en parlant avec eux, j'apprends, voilà, par exemple ils font des travaux dans leur maison, ils changent de travail, il y a eu une naissance, donc il y a eu quelque chose dans leur vie privée de très important, qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps d'être aussi concentrés sur l'apprentissage de la langue qu'au début. Et par conséquent, c'est pourquoi aussi soyez indulgents avec vous-même. Si vous avez beaucoup trop de choses, votre cerveau, à un moment, avec le stress, il ne peut pas, en fait, tout retenir. Quand on est stressé, on produit du cortisol, et le cortisol empêche de mémoriser. Donc, si vous repérez, oh là là, je fais des efforts, et malheureusement, je n'arrive toujours pas à progresser, je ne retiens aucun mot, des fois, il faut savoir s'arrêter et reprendre, et vous allez voir que quand vous serez plus détendu, ou que vous aurez plus de temps à consacrer à cette tâche, vous allez progresser. Donc, aussi, beaucoup d'indulgence avec vous-même. Depuis le début, je parle de lire un livre, et voilà, je vous dis, voilà, cherchez les mots, faites-vous des petites fiches, notez les tournures que vous repérez. Mais je voulais aussi parler de l'objectif. Vous savez qu'on vit dans une société où les écrans sont très prégnants. D'ailleurs, je suis sur YouTube, et en fait, il est très difficile de prendre ce temps de lire, et beaucoup de gens disent « je n'aime pas lire ». Et ou alors on a envie de lire, et on a perdu l'habitude et on n'y arrive pas, et on a l'impression que c'est une perte de temps, ou alors que c'est quelque chose qui est insurmontable. Il y a aussi des personnes qui ont des difficultés, on parle des personnes qui ont des troubles 10, ou des gens qui ont été traumatisés à l'école parce que voilà, ils ne lisaient pas bien, et par conséquent ils ont pris un peu en grippe l'objet livre. Et aussi il y a une autre chose, il y a des gens qui vivent dans certains milieux dans lesquels lire c'est mal perçu. Alors je vous dis à titre personnel, je vous raconte un petit peu ma vie. Moi je viens d'un milieu qui était très complexe, qui était à la fois populaire et bourgeois, et voilà, j'avais des parents très différents, et par conséquent j'ai eu une période de ma vie où on m'incitait à lire, et ensuite, suite à des événements familiaux, je me suis retrouvée avec un de mes parents qui était complètement opposé à la lecture, et à chaque fois que je lisais, en fait j'avais des critiques, et même un truc complètement débile, on me disait tu vas devenir folle si tu lis, donc arrête de lire, pose ton livre, va regarder la télé. Alors quand je vous dis ça, vous allez dire c'est assez hallucinant. Oui, moi j'ai vécu dans une famille à un moment où on me demandait d'arrêter de lire des livres et d'aller regarder de la télévision et d'aller regarder de la pop culture, parce que on ne voulait pas que je sois une intellectuelle. Ça paraît étrange, mais quand j'en parle avec mes élèves, je peux vous dire que certains vivent la même chose. J'ai une élève qui m'a raconté qu'elle adorait lire des classiques français, et que son conjoint se moquait d'elle, ou que des gens de sa famille lui disaient qu'est-ce qui te prend. Et c'est pas seulement lié au livre, hein. J'ai aussi je vous raconte une histoire, puisque là on est en train de se raconter un petit peu nos vies. J'ai une élève qui est guadeloupéenne, et elle me racontait qu'elle adore la musique, le chant lyrique. Et quand elle a commencé à écouter de la musique de chant lyrique, et bien les gens de sa famille ont dit comment ça, dans notre communauté on n'écoute pas ce genre de musique, qu'est-ce qui t'arrive, voyez. Et elle a commencé à lire des livrets d'opéra, à lire des biographies sur des compositeurs, et elle avait tellement de critiques. Au début elle faisait les choses en cachette,
clochette et puis à un moment dans sa vie, elle a arrêté. Et donc, cet empêchement qui vient des autres, on le connaît tous plus ou moins. Et elle me racontait donc qu'ensuite, quand elle a eu son propre appartement, qu'elle vivait loin de sa famille en métropole, et ben elle a pu céder donc à sa passion pour le chant lyrique et ses intérêts pour les biographies. Donc elle aime lire les livres sur Berlioz, les biographies sur les grands écrivains. Alors c'est pas évident à trouver en plus, le vocabulaire est intéressant. Bon, elle est francophone, mais vous voyez, c'est un style vraiment d'ouvrage particulier. Et elle a réussi donc à vivre de sa passion, mais elle n'a pas la possibilité de communiquer sur ses goûts avec des gens de son entourage. Ça arrive fréquemment. Donc ça arrive fréquemment aussi qu'on aime lire et que du coup les gens de votre entourage ne comprennent pas et pensent que vous perdiez votre temps. N'écoutez personne et à la limite vous n'êtes pas obligé de dire aux autres ce que vous faites. Vous le faites et essayez d'appliquer cette méthode pour ensuite avoir quelque chose de plus pragmatique, à savoir bien tout simplement plus de vocabulaire, plus de lecture. J'ai envie de vous dire, ne cédez pas ni à la facilité ni à la pression sociale. Ça, c'est valable dans tous les domaines. Alors, pour en finir sur ma vie privée, moi, du coup, je n'ai jamais cédé et je n'ai même pas la télévision chez moi, voilà. Dès que j'ai eu mon propre appartement, la chose que j'ai voulu avoir, c'est une bibliothèque et pas la télévision, parce que je pense que dans la vie, il faut avoir des valeurs et s'y tenir. Et même si les gens de votre famille ou les gens les plus proches ne comprennent pas, c'est pas grave, d'accord? Et on n'a pas à avoir honte de ce que l'on aime. On est comme on est et on doit tout simplement s'accepter parce que c'est pas les autres qui vont nous aider. En revanche, on peut se dire, ben voilà, je me mets un objectif. Donc si vous n'arrivez pas à lire ou que vous avez une pression sociale, essayez de dégager au minimum 15 minutes par jour dans lequel vous dites, je ne fais que ça, je lis. Alors ça paraît pas beaucoup, 15 minutes, mais quand vous avez des enfants, quand vous avez beaucoup de pression sociale, c'est énorme. Ensuite, vous pouvez, alors si vous êtes plus avancé, vous pouvez dire, aujourd'hui, je lis un chapitre. Je commence à lire et je ne m'arrête que quand j'ai fini mon chapitre. Donc, vous prenez votre livre et puis vous regardez un peu la portion de page à laquelle ça correspond. Vous pouvez aussi tout simplement comment dire, vous dire aujourd'hui, s'il y a un livre en plusieurs parties et vous avez beaucoup de temps, et ben aujourd'hui, je lis la première partie. Cette semaine, je lis la première partie. La semaine prochaine, je lis la deuxième partie. Et ensuite, la troisième partie. Et donc, je commence mon livre à telle date et j'ai pour objectif de le finir à telle date. Se fixer des objectifs dans le temps, même sur la lecture, c'est très intéressant, surtout quand on apprend une langue en lisant, parce que vous vous dites, eh ben voilà, moi, dans 3 semaines, j'aurai fini de lire ce livre de poche en français, j'aurai appris certainement de nouveaux mots, et à l'issue de la lecture de votre livre, s'il vous plaît, notez le nombre de mots que vous avez appris et le nombre de nouvelles choses que vous avez appris. C'est très satisfaisant et faites-vous une petite page. D'ailleurs, sur notre site French Discoveries, je vais vous donner gratuitement des outils, ce que j'appelle des outils de satisfaction. Donc, pareil, regardez bien la description de cette vidéo et ce sont des outils pour vous aider à créer un objectif dans le temps et au niveau aussi de la qualité. Voilà, je vais à la rentrée un petit peu plus creuser, là, parce que je voudrais vous laisser avec le podcast, parce que je n'oublie pas que j'ai des personnes qui préparent un examen et donc qui ont besoin aussi d'entendre le fichier audio. Et dans le fichier audio, vous avez donc 5 suggestions de lecture. Ce n'est absolument pas un placement de produit, c'est des livres que j'ai achetés avec mon propre argent, que j'ai lu moi-même. Et comme en plus je lis tous les livres de la première à la dernière page, c'est des livres, si je vous les recommande, c'est parce que c'est des livres que j'ai aimés. Je ne parle pas de ce que je n'aime pas. Comme tout le monde, j'achète des livres et des fois, j'accroche pas et donc je ne les finis pas. Donc, je ne me permettrai pas de vous les recommander en suggestion de lecture. Donc là, je vous partage vraiment quelque chose de personnel dans ces goûts. Dans la deuxième vidéo qu'on verra par la suite, je vous partagerai d'autres goûts parce que j'ai des goûts assez éclectiques en littérature. Et ici, donc, c'est sur le thème du polar et aussi avec de l'humour parce que je pense qu'on a tous envie
envie de rire en ce moment, on a vraiment besoin de légèreté. Et apprendre en s'amusant, c'est une superbe chose. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est le cas afin de nous soutenir. Et je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de très bonnes vacances. Si vous êtes un touriste, eh bien bienvenue en France. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une suggestion de lecture. Vous savez que sur notre site internet French Discoveries, nous avons quelques suggestions de lecture. Donc, ce fichier audio sous forme de podcast comportera 2 parties. Pour chaque partie, il y aura en accès libre des exercices de compréhension orale écrite à télécharger, toujours dans le but de vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Bien évidemment, si vous ne passez pas un examen, vous pouvez aussi écouter ce podcast pour tout simplement avoir des suggestions de lecture. C'est l'été, nous ne savons pas toujours quoi lire sur la plage. Donc, je vais vous faire quelques suggestions et je vais vous indiquer le niveau de difficulté. Alors, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de surprises et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, cela nous aide beaucoup afin de nous faire davantage connaître. Je vous remercie. Je commence tout de suite avec le premier ouvrage qui s'appelle donc Chef et qui a été écrit par Gauthier Battistella. Je précise que tous les livres que je vous suggère sont des livres que j'ai achetés à titre personnel et qui sont mes propres coups de cœur et que ce n'est donc pas une opération promotionnelle. Alors, ce livre, Chef de Gauthier Battistella, je l'ai beaucoup aimé parce qu'en tant que personne française, j'aime tout ce qui a à voir avec la cuisine, la gastronomie et c'est vrai que j'ai été attirée par la 4e de couverture. Je vous la lis. Paul Renoir vient d'être élu meilleur cuisinier du monde. Son restaurant Les Promesses, 3 étoiles au guide, connaît un succès retentissant. Jusqu'à ce que l'on découvre son corps et le fusil avec lequel il a mis fin à ses jours. Qu'est-il arrivé ? La bataille sans merci qui fait rage autour de son héritage suggère un passé plus trouble qu'il n'y paraît. À travers le destin de Paul Renoir se dessine l'histoire de la cuisine française, cet art du quotidien, inventé par les femmes avant que les hommes ne se l'approprient. Hier méprisé, aujourd'hui célébré, le chef demeure une star ambivalente et la cuisine, une bien cruelle maîtresse qui exige qu'on lui sacrifie ce qu'on a de plus précieux. Alors moi j'ai beaucoup aimé donc ce livre parce qu'il parle de la cuisine, de l'ascension d'un chef et aussi parce qu'il fait référence à une région de France magnifique qui est la région d'Annecy. Au niveau de la difficulté de lecture, je pense que ce livre est accessible à partir d'un niveau B1. Si vous avez un niveau supérieur de type B2, C1, C2, c'est parfait, mais n'ayez pas peur de lire des livres, même si vous êtes juste B1, il suffit juste de bien les choisir et c'est très très bien écrit, cependant c'est assez compréhensible dès le niveau B1. D'une part, ça permet de se plonger vraiment dans les coulisses de la gastronomie française, mais avec, vous savez, une sorte de thriller, puisque en fait il a été le chef, alors je vous spoil pas le livre, mais le chef a été retrouvé assassiné et une enquête dans les cuisines et dans son entourage et dans son passé également va avoir lieu. Je pense que c'est vraiment un livre qui pourrait être adapté sur Netflix. Alors Frédéric Bacbédé a dit que c'était l'assommoir du milieu culinaire. Je pense pas que ce soit l'assommoir. Vous savez, l'assommoir c'est le livre d'Émile Zola qui parle de l'ascension et de la déchéance de Gervaise, une jeune femme qui essaie de devenir blanchisseuse, qui à un moment a son commerce et puis finalement finit victime d'alcoolisme. Ici, il n'y a pas d'addiction, ici il y a des secrets et il y a aussi un vrai suspense et en plus je trouve que c'est un livre qui est vraiment très bien pour nous raconter un petit peu l'histoire.
de la cuisine. Alors il y a des références à Lyon, à la mer Brasier, donc des choses qui plaisent bien évidemment aux Français qui s'intéressent à la gastronomie, mais pour les étrangers ça permet justement d'apprendre beaucoup de choses sur la gastronomie, sur les repas, également il y a donc ce chef qui a donc épousé une femme étrangère, donc ils n'ont pas forcément la même culture, et bien évidemment vous savez que quand la personne est différente, on pense toujours que c'est peut-être elle la coupable. Donc il y a vraiment des fausses pistes, il y a vraiment, lorsque l'on lit, on ne s'attend absolument pas au dénouement, et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est jamais forcé, c'est vraiment naturel, et je vous recommande ce livre. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler et gâcher le suspense. C'est un livre donc accessible au niveau à partir du niveau B1, et au niveau du nombre de pages, dans la version poche, il y a 306 pages. Et pour finir sur ce livre, donc je vais vous poser des questions dans le document qui sera indiqué en commentaire, et dans ce document, je vais poser des questions uniquement sur la 4e de couverture que je viens de vous lire et les informations que je viens de vous donner. Bien évidemment, je ne vais pas poser des questions de compréhension écrite et orale pour révéler à l'avance l'histoire, parce que ça serait vraiment dommage. En tout cas, c'est un de mes coups de cœur, et je pense pas être la seule, parce qu'il a eu le prix Caz Brasserie Lippe, le prix Jean Carmet, le prix du livre de plage, le prix Méditerranée des écrivains gastronomes, et il mérite vraiment votre attention. Alors on va rester dans le thriller, dans cette partie, ou en tout cas dans le mystère, avec un livre de Nina de Gramont, l'affaire Agatha Christie, publié aux éditions Pocket. Je vais donc parler ici principalement de livres en format poche, parce que ce sont des livres qui sont beaucoup plus pratiques à transporter à la plage. Et puis bon, c'est vrai que si on les laisse dans le sable ou dans un sac et qu'ils sont un petit peu cornés, c'est moins grave qu'un livre pour lequel on a dépensé des fois presque une trentaine d'euros, mais ça n'ôte absolument rien à la qualité. C'est un format très pratique, le livre de poche, et moi j'aime beaucoup dans les transports en commun, à la plage ou même chez moi, c'est très maniable. Et je vous recommande donc ce deuxième livre qui s'appelle l'affaire Agatha Christie. Là je pense que c'est plus un livre pour B1+, limite B2. Je vous lis déjà la 4e de couverture. À l'époque, l'affaire a fait couler beaucoup d'encre. 11 jours durant, en décembre 1926, les journaux n'ont parlé que de ça. Où donc était passée la reine du crime? Fugue, suicide, la veille de sa disparition, son mari lui avait annoncé son intention de divorcer. L'humiliation aurait-elle été trop forte pour la jeune et brillante romancière? Alors que toute l'Angleterre bat la campagne à sa recherche, une femme, une seule, saura la retrouver, la maîtresse de son mari. Un petit hôtel, 2 rivales, un crime de sang, ou la dernière énigme d'Agatha Christie. Alors, ce livre, c'est pas vraiment une histoire d'amour de type romance, bluette, rivalité entre femmes. C'est vraiment quelque chose qui prend racine dans un événement qui a vraiment eu lieu. Vous connaissez sans doute le célèbre auteur Agatha Christie. Eh bien, Agatha Christie a disparu à un moment de sa vie dans les années 20, et elle n'a jamais donné son secret. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On ne sait pas du tout ce qu'elle a fait pendant la dizaine de jours où elle a disparu, et cela a inspiré de nombreuses théories, dont ce livre de Nina de Gramont, où elle donne un rôle assez important à la rivale d'Agatha Christie, c'est-à-dire la femme pour laquelle son mari va quitter le célèbre écrivain. Alors ce que j'ai bien aimé moi dans ce livre, ça montre bien que la célébrité et l'argent ne suffisent pas à retenir l'amour, et que on peut avoir une existence glamour et très riche et avoir les problèmes comme tout le monde, des problèmes sentimentaux. Et ça l'auteur le rappelle, parce que Agatha Christie, au moment où commence ce livre, est déjà très connue. En apparence, elle paraît être installée avec une vie de couple et
une vie très luxueuse, elle a une petite fille, elle paraît être très heureuse, or malheureusement, comme tout le monde, elle souffre parce que la personne qu'elle aime, eh bien, ne l'aime plus. Je ne vais pas vous spoiler ce livre, ça serait vraiment dommage parce que c'est un livre qui vraiment de la première à la dernière page est vraiment plein de suspense. Alors l'auteure Nina de Gramont, elle vit aux États-Unis et elle est professeure d'université, et ce livre, l'affaire Agatha Christie, c'est son premier roman et il est paru uniquement l'année dernière en 2023. Si vous aimez les belles éditions, il est paru en grand format au Cherche Midi, et ce livre a été traduit en 20 langues et ça a été tout de suite ce qu'on appelle un best-seller, donc c'est-à-dire un des livres les plus vendus. Moi, j'ai pas acheté la version du Cherche Midi parce que j'emmène mes livres à la plage ou dans la forêt ou en pique-nique ou dans les transports en commun, mais j'ai pris la version poche et c'est très très agréable à lire. Les caractères sont assez, alors pas gros mais moyens, donc un confort visuel, et en termes de pages, on est sur 444 pages. Alors pourquoi par rapport au livre précédent, j'ai dit que ce livre était plutôt de type B1+, à partir de B1+, bien sûr B2, C1, C2, vous pouvez le lire. Et bien tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à recouper et de subtilité dans le langage, puisque c'est une sorte d'enquête policière, et j'ai peur qu'à des niveaux inférieurs, les lecteurs le prennent vraiment, traduisent de manière littérale, et par conséquent ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe. Notamment, il y a beaucoup de flashbacks sur la vie de l'héroïne, qui n'est pas Agatha Christie, hein, qui est donc la rivale, le personnage principal. En fait, bien que le livre s'appelle l'affaire Agatha Christie, c'est quand même la maîtresse du mari d'Agatha Christie, c'est ça aussi qui est très original. Et il y a beaucoup de flashbacks, il y a aussi donc beaucoup d'utilisation de l'imparfait, du passé simple, et beaucoup d'ellipses temporelles, et lorsqu'on apprend la langue, ça peut être des fois un peu compliqué de se retrouver au milieu de toutes ces informations. Néanmoins, à partir de B1+, B1+, c'est-à-dire à la limite de B2, vous voyez, vous pouvez commencer à lire ce livre. Alors comment savoir si je suis B1 ou B1+, ça c'est aussi pour les personnes qui ont passé des examens de français ou qui suivent des cours de français. Quand vous voyez que dans les tests, votre score est à la limite du B2, vous savez que vous êtes B1+. Et puis des fois, si vous avez de la chance de suivre des cours avec des organismes de formation, ils vous donnent exactement votre niveau. Et par conséquent, vous pouvez savoir si vous êtes plus proche du B2 que du B1. En tout cas, c'est un très beau livre, et donc je vais poser donc dans le petit document de compréhension orale, je vais poser des questions sur ce que je viens de vous dire. Je ne spoile pas absolument ce livre parce que je veux vous laisser le plaisir de la découverte, mais en tout cas c'est aussi un de mes coups de cœur, et encore une fois je vous rappelle, j'achète mes livres et donc je vous partage mes coups de cœur et mes conseils de lecture, et ce n'est en aucun cas un placement de produit. Comme je vous l'ai dit, on va rester dans l'aspect crime, dans l'aspect un peu suspense, en plus des sujets qui intéressent tout le monde. Et je voulais donc vous conseiller un livre qui est paru dans le livre de poche qui s'appelle de Bella Mackie, Comment j'ai tué ma famille, et qui a d'ailleurs été le prix des lecteurs sélection 2024. Et donc, je vous lis donc la 4e de couverture. Voici la liste des priorités de Grace, 28 ans, chaussures à talons aux pieds. Sauf qu'en ce moment, c'est plutôt l'uniforme terne de la prison de Limehouse qu'elle porte. Comme quoi, planifier l'assassinat de ses proches dès l'âge de 13 ans n'est pas gage de réussite. Et franchement, se voir condamné pour un meurtre que l'on n'a pas commis quand on en a 6 autres à son actif sans se faire prendre, cela manque de panache. Mais la détenue compte bien l'emporter en appel. Un premier thriller pétri d'humour noir sur une génération luttant à sa manière contre les injustices. Jubilatoire. Alors, je suis absolument d'accord avec cette 4e
4e de couverture. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui, depuis son adolescence, déteste sa famille pour des raisons que je ne vais pas vous révéler car on garde le secret du livre. Et elle a donc décidé de planifier l'assassinat de certains membres de sa famille et tout se passe bien. Malheureusement, elle est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis et pour lequel en plus elle est innocente. Donc c'est complètement absurde et c'est le point de départ de ce roman, Comment j'ai tué ma famille. Et c'est un livre qui est vraiment passionnant comme les deux dont je vous ai parlé. Alors Bella Mackie, elle aime tout ce qui est histoire de crime, les true crime et du coup au point que son père, quand elle était enfant, lui avait payé un abonnement parce que elle avait toujours envie d'avoir de nouvelles informations sur le crime, ça l'intéressait énormément et elle est devenue ensuite journaliste pour un journal qui est très connu qui s'appelle The Guardian. Elle a aussi été journaliste pour des magazines comme Vogue et aussi pour un média que vous connaissez sans doute qui s'appelle Vice. Et maintenant elle vit à Londres et elle a décidé de devenir à la fois lectrice de romans. Donc vous savez, souvent lorsqu'on envoie son livre, notre livre est lu par un comité de lecture et aussi surtout elle a décidé d'être autrice, donc d'écrire elle-même et elle a eu déjà beaucoup de succès avec un livre qui qui s'appelle Jog On, Our Running Saved My Life. Donc en fait, comment le fait de courir, le fait de faire du jogging, du running, lui a sauvé la vie. Et en fait, elle a, après, c'était un récit, c'était pas vraiment un roman. Et là, elle a décidé de faire son premier roman qui s'appelle donc Comment j'ai tué ma famille. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait fait précédemment. Et comme quoi dans la vie, il faut être créatif parce que en fait, le public a été au rendez-vous. Elle a eu donc le prix des lecteurs sélection 2024. Et beaucoup de journaux étrangers ont parlé de ce livre. Et par exemple, Le Soir, qui est un magazine belge, un journal belge, pardon pour Le Soir, dit n'hésite pas à dire cette histoire de famille nous prend par surprise avec une fin qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est, à mon avis, le meilleur résumé et le meilleur argument de conseil pour lire ce livre. Alors, en termes de pages, c'est assez long. Par contre, mais c'est écrit avec un style très standard. Donc, dès B1, vous pouvez comprendre l'histoire. Et nous sommes sur 505 pages dans la version poche. Alors, par rapport au précédent livre dont je vous ai parlé, La disparition d'Agatha Christie, pourquoi celui-là, on peut le comprendre alors qu'il y a aussi de nombreux flashbacks et l'emploi de l'imparfait et du passé simple? Eh bien, tout simplement, en tout cas dans la traduction française, on est sur des phrases simples, bien sûr quelques phrases complexes, mais des phrases beaucoup plus faciles en termes de vocabulaire et de choix de mots que dans le livre précédent. C'est un petit peu normal parce que le livre précédent, ça parlait d'une période historique, les années 1920, tandis que là, c'est vraiment contemporain. Il y a des références à Instagram, il y a des références aux réseaux sociaux. Donc, tout le monde peut trouver facilement des points d'ancrage assez faciles. Et puis même, quand elle est dans la prison, en fait, on pense à des séries américaines où on suit beaucoup de personnes en prison. Et donc, finalement, on n'est pas du tout perdu. Et là aussi, c'est vrai qu'on s'attend absolument pas à la fin. Mais ce qui est charmant dans ce livre, c'est que c'est un humour accessible. C'est complètement absurde d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis quand on a été serial killer et qu'on envisageait de ne pas s'arrêter là. Mais malgré tout, on comprend facilement cet humour parce que c'est un humour de situation. Donc, je pense que dès B1, vous pouvez commencer à le lire. Et puis, n'oubliez pas, lorsque l'on lit des livres dans une langue étrangère, il ne faut pas aussi hésiter à interrompre sa lecture et aller chercher une traduction des mots compliqués. Mais dans ce livre, il n'y a pas de mots compliqués. Et en plus, elle nous fait voyager puisque donc c'est une personne qui vit en Angleterre et une partie de l'histoire se passe notamment en Espagne et donc par conséquent c'est assez intéressant. Et puis elle nous parle aussi du milieu de la mode et franchement c'est une
très 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 bonne lecture, j'ai été vraiment contente. Je l'ai découvert par hasard, j'ai trouvé ce livre sur une table dans ma librairie, j'avais pas du tout l'intention de lire une sorte de thriller plein d'humour en plus, et finalement, bah écoutez, très bonne surprise, donc je vous partage ce coup de cœur. Alors là, je vais vous conseiller un livre écrit par une très grande écrivaine qui s'appelle Stéphanie Janicot, Le Réveil des sorcières, prix des lecteurs également sélection 2024. Et pour toutes les personnes qui aiment le paranormal et pour les personnes qui s'intéressent également à ce qu'on appelle la sorcellerie ou en tout cas les pratiques occultes, ce livre est vraiment une pépite. Je vous lis la 4e de couverture. En commençant son nouveau roman sur la magie noire par un accident de voiture fatal, la narratrice aurait-elle provoqué la mort de son amie Diane, guérisseuse et médium. Dans la forêt de Brocéliande, où elle se retrouvait l'été, le doute grandit autour de cette tragique disparition. La pratique de la sorcellerie y est toujours prégnante, et Sohan, qui semble avoir hérité des pouvoirs exceptionnels de sa mère, est hantée par la certitude qu'elle a été assassinée. Habité par les mystères de la terre bretonne, Le Réveil des sorcières est l'un des romans les plus personnels et les plus envoûtants de l'autrice, qui y interroge la frontière entre la vie et la mort et les liens obscurs de la transmission. Alors, je vais bien évidemment, dans le document pédagogique, poser des questions sur ce que je vais vous dire au sujet de ce livre et sur cette 4e de couverture. Donc, ce livre est à la fois un livre qui parle donc de pratiques occultes et également d'un crime non résolu. Donc, on reste toujours dans le thriller puisque donc une personne donc qui s'appelle Diane et qui était médium et guérisseuse a disparu. L'action se passe en Bretagne. Enfin, quand j'ai dit elle a disparu, elle a eu un accident de voiture, elle est décédée, et par un effet de synchronicité assez étonnante, je peux dire même flippante, la narratrice était en train d'écrire un roman qui lui posait problème, un roman pour lequel elle n'arrivait pas à avancer. Et vous savez que lorsqu'on est écrivain et qu'on écrit quelque chose et qu'on est bloqué, on a certainement des choses à apprendre. Et donc, la narratrice apprend en plus le décès d'une de ses amies. Et elle fait bien sûr le lien avec ce livre qui est très difficile à écrire. Et très vite, elle a des doutes, des intuitions, mais des choses qu'elle ne peut bien sûr pas prouver. Et le livre est donc un petit peu comme une sorte d'enquête policière et surtout une enquête spirituelle parce que on ne connaît jamais vraiment les personnes et je pense aussi que c'est un livre qui parle Le Réveil des sorcières, qui parle de choisir son camp, c'est-à-dire le camp de l'ombre ou le camp de la lumière. Alors, en accroche commerciale, il y a marqué sur la couverture « Et si les femmes avaient vraiment accès à l'invisible ?» Le fait d'employer ce terme « Et si les femmes avaient vraiment accès à l'invisible », c'est parce que effectivement, c'est un roman de femmes. Il y a 2 personnages masculins, mais c'est vraiment un roman où il y a beaucoup de femmes et où une des principales héroïnes, c'est d'ailleurs une adolescente et qui d'ailleurs se retrouve orpheline, hein, donc la fille de Diane. Et c'est un très très beau portrait d'adolescence, c'est un très très beau portrait aussi de relations familiales, puisqu'elle a une grande sœur qui est beaucoup plus classique, néanmoins il y a beaucoup d'amour entre elles, et chaque personnage est très bien travaillé, et d'ailleurs Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est un très grand auteur français, a eu ce commentaire sur ce livre: le talent de Stéphanie Janicot est de raconter la légende au quotidien en notant les sensations et les sentiments de façon simple et en nous faisant partager la sincérité et la passion de ses héros. Alors, c'est tout à fait ça, on est vraiment emporté, il y a énormément de sentiments et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne lâche pas ce livre. Et au niveau de la... donc jusqu'à la fin, on est surpris. Et il a uniquement 298 pages. C'est écrit avec une police de taille moyenne très confortable si comme moi vous portez des lunettes et par exemple vous les oubliez. C'est surtout... en fait, un livre qui parle aussi de tradition, qui parle de la Bretagne, qui parle également des business et des commerces qu'il peut y avoir autour de tout ce qui est guérison, de la sorcellerie. Donc un sujet
très à la mode, et en même temps c'est pas traité de manière à la mode, c'est vraiment traité sous l'angle d'une sorte de, je veux pas dire une saga familiale, mais c'est traité sous un angle très humain, et c'est pour ça aussi que ce livre est très attachant, que les personnages sont très attachants, et que les méchants personnages également que l'on peut rencontrer dans ce livre sont vraiment, mais on est stupéfait. Vous voyez, c'est pas juste un méchant de pacotille, c'est vraiment la complexité de l'âme humaine, et on a envie de comprendre, et on a envie de se dire non, alors c'est pas lui, c'est elle. Voilà, il y a beaucoup aussi de retournement de situation. Alors pour la lecture, bien évidemment, B1, je pense que A2 c'est un petit peu trop compliqué. D'une part parce qu'il y a là aussi des flashbacks, donc des retours en arrière, et aussi par contre il y a beaucoup de présent, les dialogues sont très vivants, et il y a beaucoup aussi de conditionnels dans certains passages, et donc je pense que c'est un petit peu compliqué pour quelqu'un qui débute la langue, mais à partir de niveau B1, franchement, je vous conseille ce livre. Voici enfin le dernier livre de cette sélection. C'est un livre de Jackie Schwartzman qui s'intitule Shit, donc a eu le prix des lecteurs sélection 2024. Et c'est un livre très amusant qui parle malheureusement d'un fléau que connaissent beaucoup de villes, notamment les villes moyennes, et bien tout simplement les trafics de stupéfiants. Et là, c'est traité sous un angle social complètement inédit. Je vous lis la 4e de couverture. Quand Thibaut débarque à Planoise, quartier sensible de Besançon, il est loin de se douter que la vie lui réserve un bon paquet de shit. Conseiller d'éducation au collège, il mène une existence tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'en face de chez lui se trouve un four, une zone de deal tenue par des trafiquants albanais à la baffe facile, que ces derniers se font descendre lors d'un règlement de compte, et que Thibaut et sa voisine, la très pragmatique Madame Ramla, tombent sur la cache de Cam. Que faire de tout ça? Il suffit aux deux comparses de comparer leur fiche de paie avec le prix de la barrette pour le savoir, et prendre une décision qui pourrait bien concerner tout Planoise. Alors, ce livre, je le recommande à partir de A2+, notamment pour être sensibilisé au langage familier. Rien qu'en lisant la 4e de couverture, j'ai employé des mots de langage familier, et dans l'exercice que je vais vous donner en complément de ce podcast, bien évidemment, il va falloir comprendre certains mots de langage familier en relation avec cette 4e de couverture, et ce dont je vais parler à présent au sujet de ce livre qui a été récompensé, qui a eu donc le prix des lecteurs sélection 2024, et c'est donc un thriller. D'ailleurs il a eu le prix Le Point, donc du magazine Le Point, du polar européen 2023, donc c'est vraiment un livre récent. En termes de pages, on n'est pas sur un livre très long. Vous avez ici donc au total, vous avez, je suis en train de regarder le livre, 325 pages, et vous avez aussi pour les gens, pourquoi j'ai dit A2, parce qu'il y a déjà l'utilisation du futur proche, je vais, nous y, au lieu d'employer le futur, comment dire, le futur simple, nous irons, il y a beaucoup, comme c'est du langage familier, il y a beaucoup de simplification, il y a beaucoup aussi de présent, donc du coup c'est très bien lorsqu'on commence à apprendre la langue, ça permet de comprendre, et puis en plus chaque titre de chapitre est vraiment génial quand on apprend le français. Il y a l'emploi du pronom on, et avec le présent, et ça permet aussi d'apprendre plein de verbes. Alors je vais pas vous dire que c'est des verbes forcément toujours utiles, mais par exemple le titre du chapitre 9, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend, c'est utilisé en certains contexte, et c'est très bien parce que ça nous sensibilise au fait que ici dans ce chapitre, lorsqu'il dit on coupe, il ne coupe pas une feuille de papier, je ne vous dis pas ce qu'il coupe. Compresser, c'est pour faire quelque chose, mais je peux pas vous dire quoi, donc c'est pour compresser de la matière, et on emballe, on peut emballer différentes choses, et
Vous savez que emballer, ça veut dire aussi embrasser, mais ici, il n'est pas question, dans un langage familier, mais ici, il n'est pas question du tout d'embrasser, même si le héros va vivre une très jolie histoire d'amour qui se rajoute à ce polar, et ça, c'est très sympathique. Je vous laisse deviner, et donc c'est un énorme... comment dire, bond en avant lorsqu'on apprend le français en lisant ce livre, parce que du coup on est obligé de chercher les différents sens, les différents contextes, et je pense que quand on prend du plaisir à lire une histoire, eh bien on va se rappeler, ah oui, je sais que ça veut dire... ce verbe veut dire cette signification dans ce contexte, mais je l'ai lu dans un autre contexte, dans un langage familier, et maintenant je connais le deuxième sens. Donc c'est assez satisfaisant. Voilà. Donc je pense qu'à partir de A2, A2+, ça peut être bien. A2, c'est quand même... non, A2+, quand même. A2+, parce que A2, c'est peut-être... ça dépend si vous avez beaucoup de vocabulaire et beaucoup de patience pour aller chercher... certains mots que vous n'avez peut-être, ou certaines tournures que vous ne connaissez pas encore, mais en tout cas il y a beaucoup aussi de passé composé, et donc c'est un des livres les plus faciles d'accès lorsqu'on commence à apprendre le français. Et tout en étant quand même assez complexe dans l'histoire. Quand je dis que c'est facile, ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas intéressante, pas du tout. L'histoire est très intéressante, mais surtout, je l'ai choisi parce que ça permet de voir comment on utilise le langage familier et le langage en contexte. Et puis, ça rend hommage aussi à des régions de France qui sont très intéressantes. Alors, peut-être que vous connaissez Paris, peut-être que vous connaissez Lyon, Marseille, Bordeaux, et vous connaissez peut-être pas Besançon. Et en tout cas, ici, il y a un quartier qui s'appelle Planoise à Besançon, et l'auteur rend un hommage, entre guillemets, à des personnes qui veulent changer le monde et qui utilisent, on va dire, les moyens du bord pour essayer d'aider leurs prochains. Et c'est très ironique et c'est plein d'humour, mais je pense que c'est assez accessible dès A2+. Et surtout, ça pose une question: que ferait-on si on avait possibilité d'avoir de l'argent facile pour aider son prochain, une sorte de Robin des Bois moderne. Et donc, vous voyez, d'ailleurs les critiques, il y a certaines personnes ont mis sur la 4e de couverture que c'était un Breaking Bad hilarant à Besançon. Donc hilarant veut dire extrêmement drôle, et je suis absolument d'accord avec cet avis de Thomas VBD. Ensuite, vous avez sur France Inter, ils ont dit que c'était la preuve que le polar permet de raconter la société française au plus juste, tout en faisant marrer son lecteur. Vous voyez, ici, marrer, ça veut dire faire rire en langage familier. Derrière la fantaisie des situations, les crises et les faux rires, Jackie Schwartzman dénonce les dérives d'une société qui passe toujours le rouleau compresseur sur les petits. Ça, c'est la critique de Télérama. Donc, il y a eu des médias très différents qui ont parlé de ce livre en faisant des éloges. Et franchement, je vous le recommande. Et c'est un livre où des fois, on rit tout seul parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et je pense qu'on vit une époque où on a envie de rire. Et donc, c'est accessible à partir de votre niveau A2+. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation des 5 livres, et ce que je vais faire maintenant, c'est que vous verrez donc en commentaire et dans la description sur YouTube le lien pour que tout le monde puisse télécharger, abonné ou pas abonné, le fichier de compréhension orale et écrite sur ce que j'ai dit au sujet de ces livres. Et ainsi, ça vous permet, vous pouvez écouter à nouveau pour chaque livre. Il y a des chapitres sur la vidéo YouTube, donc vous pouvez réécouter ce que je dis sur chaque livre pour répondre au fichier de compréhension écrite et orale. Et c'est une manière, avant même de commencer la lecture, une manière de découvrir un petit peu quoi lire. Et maintenant, vous allez me dire, mais comment lire? Alors, je vais bientôt publier une vidéo, c'est prévu pour la rentrée, sur comment utiliser la lecture lorsqu'on apprend le français. Donc, patience. La prochaine vidéo sera la suite de ce podcast, et je parlerai de 5 autres livres. Donc, à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aide beaucoup pour avoir plus de visibilité. Je vous remercie et à très bientôt.